Cette chaîne existe grâce à votre soutien sur Utip et vos partages sur les réseaux sociaux. Tous les liens utiles sont dans la description, je compte sur vous. Salut à vous pauvres mortels et bienvenue sur Comics Rise, la chaîne qui lit à travers les pages de vos comics. Si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour parler de Witchblade, ou le gant magique en français, parce qu'après tout pourquoi pas. Witchblade, c'est une série qui fleure bon les années 1990 à tous les niveaux. Le premier numéro paraît en 1995 et on y découvre Sarah Pezzini, inspecteur de police à New York. Gravement blessée lors d'une intervention, Sarah se voit, bien malgré elle, entrer en possession d'un mystérieux artefact, le Witchblade. Un objet ancestral, fruit de l'amour interdit entre deux puissances élémentaires, le Darkness et l'Angelus, ayant été en possession de nombreuses femmes de pouvoir à travers les époques, de Jeanne d'Arc à Cléopâtre. Fonctionnant en symbiose avec son hôte, le Witchblade lui confère également différents pouvoirs ainsi qu'une relative invulnérabilité. Oui, alors depuis le début je dis bien le Witchblade et il y a une bonne raison. En effet, la nature semi-organique du Witchblade en fait un objet sexué et masculin, ce qui explique le fait qu'il cherche principalement un hôte de sexe féminin. Ayant pour but de créer un certain équilibre entre les puissances du Darkness et de l'Angelus, le Witchblade se retrouve sur Terre et tombe entre les mains de celle qui deviendra la première porteuse, Una. Après cela, l'artefact est passé de main en main, ce qui a permis au lecteur de découvrir le Witchblade au temps de la piraterie ou au Far West, étoffant par la même occasion le background de la série en le rendant pratiquement infini. Il faut aussi prendre en compte que le Witchblade choisit son porteur et non l'inverse. Ainsi, à l'image du marteau de Thor, tout le monde n'est pas digne du Witchblade, et enfiler le gant contre sa volonté peut coûter très cher. À la fois arme et armure, et doté d'une conscience propre, le Witchblade s'adapte aux situations et aux talents de celle qu'il porte. Ainsi, ses capacités sont virtuellement illimitées. Évidemment, cela en fait un objet très convoité, et Sarah Pezzini va rapidement se trouver traquée et attaquée de toutes parts par différents individus souhaitant lui dérober son précieux bien. D'ailleurs, il est intéressant de noter qu'à l'inverse de Jackie Estacado, qui deviendra de moins en moins froid et impitoyable en domptant les pouvoirs du Darkness, Sarah, elle, aura tendance à être de plus en plus inflexible et déterminée. Réaction assez logique quand vous savez être la cible de personnes prêtes à vous tuer pour vous voler vos pouvoirs. Et en fait, le premier numéro, c'est pas vraiment la première apparition du Witchblade. Quelques mois plus tôt, dans les pages de Cyblade She numéro 1, on a pu apercevoir une version légèrement différente de Sarah Pezzini et de son ancestral artefact. Si son look était un peu différent, puisqu'elle y porte une cape, on notera également qu'ici, elle se fait directement appeler Witchblade. La différenciation entre l'objet et le personnage ne sera faite que lorsque l'héroïne sera retravaillée pour obtenir sa propre série, avec un petit relooking au passage. Avant de parler de son look très aéré, on va revenir sur le parcours éditorial de Sarah Pezzini. Créé par Marc Silvestri, David Wall, Christina Z, Michael Turner et Brian Aberlin, Witchblade va connaître une longévité assez notable et marquer toute une génération de lecteurs biberonnés aux publications Image Comics. Pour ma part, le jeune lecteur que j'étais a fait les choses à l'envers, puisque j'ai découvert Witchblade dans les pages de The Darkness, dont je vous ai parlé il y a déjà quelques semaines, je vous mets un lien dans la description. Un comble quand on sait que Jackie Estacado, l'héritier du Darkness, a justement fait sa première apparition dans les pages de Witchblade, une rencontre qui donnera plus tard naissance à un univers étendu chez Topco, notamment avec la série Artifacts. Witchblade va connaître 185 numéros ainsi que plusieurs mini-séries avant le relaunch de 2017 dans lequel une nouvelle héroïne entrera en possession de l'antique artefact. Bon, je vais pas plus développer pour éviter les spoilers, mais c'est promis, en fin de vidéo, je vous explique comment vous lancer facilement dans la lecture de Witchblade. Au même titre que Spawn, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, Witchblade est une série emblématique de Image Comics, et le succès qu'elle rencontre poussera les auteurs à multiplier les apparences de Sarah Pezzini dans de nombreux crossovers. De sa rencontre avec les xénomorphes d'Alien en passant par Wolverine, Vampirella ou encore la Justice League, la détentrice de la Witchblade a rencontré tout le gratin de la bande dessinée américaine, dans des histoires dont la qualité et la pertinence sont évidemment assez variables. Et si certains crossovers comme celui entre Witchblade et The Darkness coulent de source, d'autres sont bien plus exotiques, comme celui mettant en scène l'artefact millénaire dans l'univers de la bataille des planètes, à l'époque où Topco disposait des droits de la série aussi connue sous le nom de Gatchaman. Et d'autres personnages de comics ont même porté la Witchblade, comme Red Sonja ou encore Lara Croft. On notera qu'il existe deux adaptations de Witchblade au style diamétralement opposé. En premier lieu, on trouve la série télévisée de 2001 avec Yancy Butler dans le rôle de Sarah Pezzini.
Constituée de 2 saisons pour un total de 24 épisodes, dont un pilote sous forme de téléfilm, et certains ayant été écrits par Marc Silvestri lui-même, elle a rencontré un succès critique plutôt correct malgré un budget limité et des moyens techniques bien loin de ceux du cinéma. Bien que prenant pas mal de liberté avec le comic book, elle impose aussi un style un peu moins fantasque et on ne va pas se mentir, parfois la sobriété n'est pas un mal. Malgré des audiences tout à fait correctes, la série sera annulée après sa 2e saison, probablement en partie suite aux soucis personnels de Yancy Butler, parti en cure de désintoxication. Dans un genre totalement différent, la série d'animation de 2006 s'inspire très librement du comic book et n'en est pas une adaptation directe. On y suit donc Masane Hamaha, qui devient la nouvelle porteuse de la Witchblade. Si la série est controversée, tant par les fans des comics que pour son côté sexy ultra provoquant, elle fait pourtant officiellement partie de l'univers étendu de Witchblade, et est donc à ce titre canonique. Si les 24 épisodes font clairement office d'ovni, et même de délire un peu régressif d'ados libidineux, vous pouvez toujours y jeter un œil pour vous faire votre propre idée. Dans la même veine, en 2007, Topco et Bandai avaient trouvé un accord autour d'un manga dérivé de la licence, Witchblade Takeru. Une fois encore, l'adaptation est très libre et l'intérêt assez limité d'après moi. La différence la plus flagrante entre ces deux versions, c'est clairement le look du personnage. La série télé misant sur quelque chose d'assez sobre et réaliste, tandis que l'animé pousse la sexualisation du personnage dans son ultime retranchement. Parce qu'évidemment, la première chose qui saute aux yeux quand on voit Sarah Pezzini, c'est qu'elle a littéralement le cul à l'air. Et cette apparence pour le moins provocatrice est intimement liée à l'histoire de la représentation des femmes dans les comics. Si avant 1954 il n'était pas rare de croiser des super-héroïnes traitant d'égal à égal avec leurs homologues masculins, la mise en application cette année-là du Comics Code Authority va changer la donne. Dès lors, il est recommandé aux auteurs de ne pas mettre en avant de personnages féminins sous peine de subir les foudres de la censure. Il en allait de même pour les personnages noirs ou pour l'homosexualité, dont la représentation était tout simplement proscrite au même titre que les vampires et les loups-garous. L'évolution des mœurs et les luttes sociales aidant, le Comics Code connaîtra plusieurs assouplissements à partir des années 70, permettant aux artistes et aux scénaristes de mettre en avant la diversité dans leurs récits super-héroïques. Ainsi Supergirl, Miss Marvel ou encore She-Hulk permettront au fil des années de changer l'image de la femme dans les comic books. Mais il y a clairement un moment où ça va commencer à grave merder. À partir des années 1980, le culte du corps prend une place très importante aux États-Unis. Porté par des icônes telles que Arnold Schwarzenegger ou Pamela Anderson, une tendance se dessine, imposant aux femmes comme aux hommes d'adopter une apparence sculpturale. Certes, la recherche de l'image du corps parfait n'est pas nouvelle, puisqu'elle est au moins présente dans nos sociétés depuis l'Antiquité. Mais j'ai tendance à croire que c'est à partir des années 80 qu'elle fait son entrée dans la pop culture, transformant les héros de comic books au physique cartoonesque en tas de muscles surréalistes. De la même façon, c'est à partir de cette époque que le physique des super-héroïnes va être foncièrement transformé pour ressembler à celui de Playmates siliconés. Dans les faits, les comics sont par nature très éloignés de la réalité, et l'idée que le corps des êtres supérieurs qui constituent un véritable panthéon moderne y soit magnifié n'est pas nécessairement dérangeant, car qu'il s'agisse de l'apparence des personnages masculins ou féminins, nous sommes clairement dans le domaine de l'exagération, tout simplement parce que c'est de la fiction. Ce qui est plus dérangeant, c'est que dans le cas des super-héroïnes, cette transformation s'accompagne d'une sexualisation évidente. Les héroïnes de comics vont donc devenir de plus en plus sexy et de moins en moins vêtues. Un exemple assez célèbre dans la pop culture est celui des armures portées par les personnages d'Heroic Fantasy. Là où les personnages masculins sont enfouis dans une épaisse cuirasse disproportionnée, les personnages féminins se retrouvent souvent sur le champ de bataille vêtus de quelque chose qui ressemble bien plus souvent à un bikini qu'à une armure. Alors évidemment, vous trouverez toujours quelqu'un pour vous expliquer qu'il existe un quelconque enchantement pour expliquer cette différence, mais elle reste malgré tout une preuve évidente d'une incohérence dont la seule motivation est la volonté de racoler le consommateur en utilisant les femmes comme des objets sexuels. En gros, cette pratique est clairement contre-productive, les super-héroïnes sont effectivement mises en avant, mais pour de mauvaises raisons. Et s'il ne s'agit pas de voir le mal partout, les comic books des années 90 sont quand même une démonstration plus que parlante de tout ce qu'il ne faut pas faire en termes d'utilisation du corps de la femme dans la BD comme ailleurs. Bien évidemment, depuis les choses ont pas mal évolué, notamment parce que beaucoup d'auteurs ont pris conscience du message peu flatteur renvoyé par ces pratiques. Et Witchblade est un bon exemple de cette évolution, car le look de Sarah a pas mal changé avec le temps, son armure bikini s'étant peu à peu étendue pour ressembler à celle de Jackie Estacado dans The Darkness. Certes, il reste encore du travail, mais j'aime à penser que nous sommes enfin sortis de cette période où le principal pouvoir des super-héroïnes était leur cul.
Quoi qu'il en soit, et malgré une hyper-sexualisation évidente au début de sa carrière, Sarah Pezzini reste un exemple de personnage féminin fort et emblématique qui aura su trouver son public dans toutes les couches du lectorat. Une belle victoire pour celle qui poursuit une lutte millénaire. Et maintenant vous allez me dire, comment qu'on fait pour commencer à lire Witchblade ? Comme pour The Darkness dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente, Witchblade a d'abord été publié en kiosque par Semic, et une bonne partie de ses numéros doivent pouvoir se trouver d'occasion chez les bouquinistes. Côté librairie, la série a été publiée en version cartonnée par Comics USA, puis republiée par Delcourt. Une fois encore, il faudra se tourner vers le marché de l'occasion pour dénicher certains volumes, tout en évitant d'engraisser les spéculateurs. Pour ce qui est de la version originale, Image Comics va sortir d'ici quelques semaines le premier tome d'une collection d'intégrales. Celui-ci fait plus de 600 pages et reprend les 19 premiers numéros de la série ainsi que plusieurs épisodes annexes, pour un prix tout à fait convenable. Et pour ceux que le dématérialisé ne rebute pas, la série est disponible en VO gratuitement et légalement sur l'application Graphite, sur laquelle vous pouvez aussi retrouver The Darkness et plein d'autres comics à découvrir sans se ruiner. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qui est votre super-héroïne préférée, ou même tout simplement qui est pour vous le personnage féminin le plus marquant des comics, c'est toujours intéressant d'en discuter avec vous. Voilà, jusqu'à la prochaine fois, je compte sur vous pour avoir de saines lectures. On continue à parler de comics sur les réseaux sociaux, partagez cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la prochaine.